d'un groupe qui s'appelle Polaria et dont la mission est d'accompagner la transformation des organisations à l'ère de l'IA. Notre objectif, nous, on est avant tout des développeurs technologiques, on est des développeurs d'IA et de solutions technologiques, mais on est aujourd'hui également plus largement une société qui accompagne les organisations à définir leur stratégie IA et ensuite à la mettre en œuvre. Donc on a différentes entités au sein de notre groupe, les entités qui sont liées à du développement technologique, Polaria, Polaria Tech, Gorilla, qui sont des entités liées au développement technologique, au conseil, à la formation. Et on va également être les fondateurs d'une chaire de recherche qui s'appelle Managia, dont l'objectif est d'accompagner eh bien, les réflexions, la recherche en matière d'impact de l'IA sur les organisations et le management. Notre mission à nous, c'est vraiment d'aider la France et l'Europe à s'emparer de la vague technologique de l'IA, mais avec tout le recul nécessaires associés sur les thématiques de souveraineté, d'écologie, d'indépendance, d'impact sur la société. Et donc, c'est l'enjeu, en tout cas, que nous, en tout cas, on porte de notre côté. Donc, je vais essayer, en tout cas, de vous présenter quelques éléments par rapport à ce dont, voilà, à ce que j'évoque avec vous. Alors, juste un point. Ici, j'aurais besoin d'avoir des fois des petits feedbacks. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran où il est marqué LMS, LM6.org. Et là, je viens de changer. Florian, tu me confirmes que c'est bon? J'arrive sur notamment une plateforme hébergée par Hugging Face avec deux fenêtres. Tu me confirmes que tu vois bien ça? Florian, c'est On bon? voit deux fenêtres. Pour l'instant, elles sont vides, mais on voit deux fenêtres. Modèle A, modèle Modèle A, B. modèle B. Ouais, super, super. Donc, juste vous montrer un petit élément, ça vous permet de. Je vais essayer de vous montrer aussi. Bon, on va aller revoir les choses classiques liées à ChatGPT et autres, parce que je vais vous parler d'une partie plus spécifique aujourd'hui de l'IA, qui est effectivement l'IA générative, mais comme une porte d'entrée dans le champ plus global de l'intelligence artificielle. Et chacun d'entre vous va avoir des enjeux, puisque de toute façon, dans vos métiers, eh bien, l'IA est déjà présente. Certains d'entre vous l'utilisent à différents niveaux, mais ça va continuer en tout cas à s'étendre. Là, je me rends ici sur ce qu'on appelle l'arène voilà, des chatbots. C'est un peu, pour celles et ceux qui ont aimé les Pokémon, c'est un peu une arène de Pokémon où on va mettre en compétition plusieurs modèles d'IA. Alors, je me suis noté précisément quel était votre diplôme. Et on va venir ici poser une question. Donc, en gros, ce sont des chercheurs qui ont créé cette arène. L'objectif, c'était de créer un benchmark qui nous permette, indépendamment des surentraînements des modèles sur certains benchmarks techniques, d'essayer d'avoir un critère qui me permette de classifier les meilleurs modèles du moment. Et en l'occurrence, comment le faire? Eh bien, il y a des millions de personnes qui utilisent ce système-là, notamment des chercheurs, pour chaque jour poser des questions à des modèles. Il y en a deux qui vont répondre. Ces deux modèles, je ne sais pas qui a derrière le modèle A, qui a derrière le modèle B, avant que j'ai pu procéder à un vote. Mais là, je vais lui dire ici, écris une note sur le BIT, voilà, génie. Donc, je lui dis quelque chose d'un peu général. Et donc, je lance la commande. Donc là, je vais demander d'écrire voilà, une note sur votre diplôme. Et en l'occurrence, j'ai deux modèles ici qui vont commencer eh bien, à apporter du coup leur réponse voilà, en tout cas à la commande que je leur ai faite. Donc, deux modèles. Donc, on a une certaine rapidité. Donc, derrière, vous le voyez, et j'espère que certains d'entre vous l'ont en clair, c'est que l'IA génère une phrase au fur et à mesure qu'elle avance. Pourquoi? Parce qu'elle va générer ce qu'on appelle des tokens. Ce sont les syllabes dans une phrase. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle fait juste uniquement l'évaluation de la valeur probabilistique de la syllabe suivante. C'est juste des générateurs de syllabes. Bon, en l'occurrence, ici, j'ai deux notes. Donc une première ici et la deuxième. Bon, c'est allé un peu vite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginons ici, bon voilà, ici il y a quelque chose d'assez classique. À droite, il y a l'air d'avoir dans le modèle B une réflexion plus sur les points forts, voilà, de compétences, les débouchés, les prérequis, ça me semble un peu plus riche. Donc je vais voter plutôt pour le modèle B. Là, en l'occurrence, voilà, je le fais un peu comme ça. Donc je vote pour les deux modèles. Et en gros, ici, ensuite, j'ai eh bien, les noms des modèles qui apparaissent. Et en l'occurrence, ici, à droite, j'avais le modèle Gemma qui était proposé et à gauche, le modèle Maxwell. Et moi, j'ai dit bah, tout simplement que le modèle Gemma m'avait donné une meilleure, en tout cas, réponse que le modèle Maxwell. Et ça, c'est reproduit par énormément de personnes à travers la planète dans l'objectif d'aboutir à ce qu'on appelle le leaderboard. C'est le tableau des meilleurs IA du moment. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite en tout cas en tout cas, en prendre note parce que vous allez avoir, vous, souvent des réflexions de savoir quels sont les meilleurs modèles du moment. Et les meilleurs modèles du moment, ce n'est pas ChatGPT d'ailleurs depuis déjà plusieurs semaines, c'est désormais Gemini. Donc
l'IA de Google qui surpasse ChatGPT désormais dans le classement. Donc, vous voyez ici, ils sont en première position. Donc, il y a deux modèles de Gemini qui sont en première position. Et très récemment, certains d'entre vous l'ont entendu parler, peut-être tous, vous avez entendu parler de DeepSeek, cette fameuse IA chinoise qui est venue perturber le marché et qui est effectivement arrivée ici en troisième place. C'est la première fois qu'un modèle open source arrive aussi haut. Je le mentionne ici parce que vous allez vous retrouver vous aussi dans différents travaux et plus tard dans vos métiers à devoir des fois embarquer, en tout cas accéder à des modèles. Et ici, vous avez les modes d'accès à ces différents modèles. Lorsqu'on est sous forme de licence, on est sur des modèles propriétaires qui demandent d'utiliser des API. Et lorsque vous avez des licences du type MIT, ou ici DeepSeek, ou plus bas, voilà, de Nexus Flow ici par exemple, ou Llama 3.a, vous avez des modèles dits du coup open source qui, selon certaines conditions, eh bien, sont accessibles au grand public et à tout le monde pour pouvoir ensuite les télécharger potentiellement, les placer dans des environnements sécurisés. Nous, par exemple, on utilise beaucoup les modèles de Mistral qui sont un peu plus bas dans le classement. Et vous le voyez, DeepSeek ici est arrivé dans le top, en tout cas, du classement. Bon, je vais revenir là-dessus parce que la sortie de DeepSeek, qui est un modèle chinois, qui permet effectivement de faire des recherches alors, un peu riches. Alors, le problème, c'est que, hop, ici, donc je vais juste me mettre ici. J'aurais voulu, moi, vous montrer DeepSeek. Malheureusement, OpenAI a eu la bienveillance de surcharger DeepSeek, puisque c'est son concurrent direct, pour venir un peu faire une sorte de déni de service, alors aussi pour venir l'étudier. Donc c'est un petit peu compliqué de le faire fonctionner en ce moment. Je vais vérifier si on peut le faire fonctionner. Si jamais, moi je ne peux pas le faire, je vous inviterai en tout cas à y aller de votre côté. Mais en l'occurrence ici, je lui dis, OK, écris une note sur donc, le BIT génie électrique et informatique industrielle. Je lui pose une question. Alors, un point ici, c'est le premier élément. Je sais que beaucoup d'entre vous sont utilisateurs effectivement de l'intelligence artificielle. Le premier élément que je veux que vous ayez en tête, c'est que ça, si j'avais, en gros, je vais faire une chose, là, je vais décliquer sur un bouton. Si je pose cette question-là à une IA, en réalité, ça, c'est un très mauvais prompt. Pourquoi? Parce qu'une IA, ce n'est ni un moteur de recherche, ni une base de connaissances. Ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'une IA, c'est juste un générateur de syllabes. C'est un générateur de langage. Là, en l'occurrence, de français. Si jamais je lui pose une question dans l'univers informatique, il générera du code informatique. Mais ce ne sont que des générateurs, en réalité, de syllabes, de tokens. Ça n'a aucun intérêt si je ne le place pas dans des environnements de connaissances. Et ici, je vais pouvoir le placer dans un environnement de connaissances parce que je ne vais pas juste lui poser le prompt, donc qui est la question que je pose, c'est que je viens lui demander de le faire à partir d'une recherche web. Là, en l'occurrence, on est effectivement cette fois-ci dans un prompt de qualité, puisque l'IA va effectivement lancer, avant de venir apporter une réponse, eh bien, une recherche web pour venir rechercher les meilleurs éléments sur le sujet potentiel. Bon, là, vous le voyez, l'IA est en train de tourner un peu en infini parce que le service a été trop chargé du fait du succès de DeepSeek ces derniers temps. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment l'expérimenter, sachez que vous pouvez aller sur Perplexity, qui est l'un des grands moteurs de recherche qu'on utilise aujourd'hui. Et si je lui pose la même question, je vais pouvoir lui poser des questions. Et ici, quand je clique sur Pro, je peux lui demander de venir chercher le modèle DeepSeek pour venir se poser la question. Sachez aussi que, par exemple, ici sur Perplexity, vous avez la possibilité également de lui demander de faire une recherche uniquement sur le web, mais je pourrais aussi lui demander de venir uniquement aller chercher des informations, par exemple, dans des papiers académiques. Là, en l'occurrence, si je le lance, effectivement, il va venir donc lancer sa recherche et rédiger la note que je lui ai donnée. Ça, c'est important parce qu'on va parler derrière ça de ce qu'on appelle donc de l'IA de confiance. C'est en gros une IA pour laquelle je suis capable de vérifier les informations qu'elle me note. Alors là, j'ai lancé un des modèles avec un raisonnement. Alors, juste que je vous précise ça, ce sont maintenant les derniers modèles. Donc, sur ChatGPT notamment, ce sont les modèles O1 et O3 qui, avant de répondre à une question, génèrent un raisonnement préalable. Donc ici, en l'occurrence, il est allé chercher des ressources, puis après, il a produit un raisonnement qu'il nous donne. Ça sera important dans la conception ingénierique ou autre. Et ensuite, il est venu et il est en train là de rédiger derrière du coup, ma note. Bon, j'ai ma note là en tout cas sur l'élément. Donc, retenez une chose, c'est qu'effectivement, derrière ça, cependant,
il n'y a pas, en tout cas, d'intelligence au sens premier du terme. Ce sont des modèles donc dits de fondation, qui sont des générateurs de tokens, qui ont appris en gros sur des grands volumes de connaissances. Et je vais essayer tout à l'heure rapidement de le préciser. Avant ça, je vais récupérer ceci et juste pour illustrer une autre dimension et continuer à vous montrer d'autres IA, là, je vais me rendre sur Claude, qui est une IA qui est concurrente d'OpenAI, qui a été d'ailleurs développée par des gens de chez OpenAI. Ici, je vais lui demander ici, génère voilà, le code source et exécute-le. Donc, exécute-le. Donc, d'un jeu vidéo faisant la promotion donc du BUT GE2I. Donc, je lui donne la note et je vais générer en direct du coup, en tout cas le code d'un jeu vidéo. Là, ce qui est l'avantage des nouvelles générations maintenant de modèles, on a la même chose du côté de ChatGPT, ce qu'on appelle le code interpréteur. C'est-à-dire que l'IA est à la fois capable ici de générer du code. Donc là, on va avoir voilà, du code React, du Python qui vont être générés. Donc on voit bien, les choses sont générées. Et il va être capable également d'exécuter le code. Donc ça, c'est effectivement, en tout cas, un gros avantage à plein de niveaux lorsque je veux m'assister en tant que développeur là-dessus. Sachez que 40% du code aujourd'hui sur GitHub est généré par IA. Donc là, d'ailleurs, en l'occurrence, vous voyez, donc il m'a créé un jeu, il m'a produit un code. Et ici, je vois que, vous voyez, il y a une erreur, il identifie une erreur dans le code. Et je vais pouvoir utiliser l'IA, ici, Claude, pour identifier quelle est l'erreur qui a été donnée. Et l'IA va de nouveau bien, analyser le code et venir le re-rédiger pour venir le corriger. On peut faire cette opération plusieurs fois. Et donc, il va venir générer derrière un jeu vidéo. Donc là, de nouveau, ah non, il est en train de le régénérer. Et donc, on va voir en tout cas ces démons. Bon, moi, ce qui m'intéresse en tout cas ici, c'est que vous ayez bien en tout cas les choses en tête pour comprendre comment effectivement on utilise ce type de solution. J'ai besoin de le placer dans des environnements de connaissances. Typiquement, si jamais je reviens ici sur ChatGPT, alors si jamais ben, je viens lui donner cette fois-ci des éléments de connaissance. J'ai envie de lui faire travailler, par exemple, sur, hop, ici, alors je prends un business plan ici. Donc, je lui demande, OK, génère la courbe du chiffre d'affaires. Donc, je lui donne du coup, un tableur Excel avec des données et je suis capable de venir lui faire analyser ce tableur Excel et générer le code, enfin, en tout cas, la courbe associée. Donc là, vous allez voir, il va apparaître. Juste avant ça, je regarde où on en est de mon jeu vidéo. Ici, point virgule. OK, donc là, générer. Alors, je vais le régénérer ici d'ailleurs. Comme ça, on va, hop, régénère code du jeu, parce que là, en l'occurrence, il ne l'a pas exécuté. J'aurais aimé vous le montrer, mais je vais pouvoir vous montrer aussi autre chose là-dessus. Donc là, j'ai l'analyse. Donc ici, vous voyez, donc il a exécuté un code. Il est capable de venir générer la courbe. Sur ces thématiques-là, effectivement, Claude, typiquement, hop, que je suis en train d'utiliser pour faire du jeu vidéo, je vais pouvoir aussi l'utiliser pour tout ce qui va être analyse de données, analyse de data. Ça, c'est des choses également dans vos environnements qui vont être effectivement utiles, intéressants. Donc, si je lui donne le même document ici, donc ce fameux business plan qui correspond à une serre de tomates d'ailleurs, je vais créer euh, un dashboard hop, associé. L'IA va venir ici générer le dashboard pour venir analyser ces données. Là, de la même manière pour vous, alors qu'on avait besoin de faire du data mining, de faire énormément d'éléments avant, l'IA va pouvoir venir également nous assister dans toutes, en tout cas, ces dimensions. Je passe sur d'autres aspects derrière, voilà, concernant l'IA de manière générale. Bien entendu, et vous le savez, on est capable de générer effectivement du texte, du code. On peut bien entendu générer des photos parce que technologiquement, il n'est pas plus compliqué de générer finalement la syllabe suivante dans une phrase française ou le code suivant dans un code informatique que le pixel d'à côté dans une photo ou que le pixel d'à côté dans une vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin sur ces sujets-là, je vous inviterai à utiliser leonardo.ai sur la partie génération d'images. Alors, beaucoup, on a entendu beaucoup parler de mid-journée ou autre. Là, Leonardo, ah, je suis sur un. Si, il est en train de me l'ouvrir. Leonardo, en tout cas, a plusieurs avantages à ce niveau-là. Et vous aurez également dans les outils que je vous recommande, en tout cas en termes de test. Donc là, Leonardo
c'est pour la partie vraiment génération de photos. Et tout ce qui va être tourné autour de plutôt de la vidéo, là, on sera sur notamment Runway, qui va vous permettre derrière. Alors, je crois que le réseau dans lequel je trouve voilà, bloque certains outils. Non, c'est bon, il est en train d'apparaître. Et donc ici, on est sur le meilleur modèle du moment qui vous permet à partir de simples prompts ou à partir, par exemple, de photos, de venir générer des vidéos complètes. Juste ayant en tête une dimension, c'est qu'au stade où on se parle aujourd'hui, tout ce qui relève donc de la génération effectivement de texte, l'analyse de photos, si je prends effectivement mon chat GPT, je prends en photo un appareil cassé ou mon vélo cassé, il est capable de me donner le process de réparation. Si je prends ensuite mon photo, ma boîte à outils, il est capable de me dire quels outils j'utilise à l'intérieur. Donc tout ce qui relève de l'analyse de photos, tout ce qui va relever effectivement de la génération donc, de code, l'analyse de documents, de gros volumes documentaires. ChatGPT met à peu près une seconde à synthétiser un document PDF de 500 pages. Tout ce qui va relever de la génération donc, de photos, de vidéos. On arrive déjà maintenant sur des stades, en tout cas de maturité sur ces technologies-là, là où on a maintenant où se trouve la prochaine frontière, et ça va être important dans vos environnements, c'est tout ce qui va relever de la conception 3D. Aujourd'hui, la conception 3D est encore une frontière dans le champ de l'IA, et c'est notamment beaucoup lié notamment à la manière dont ces, en tout cas dont ces systèmes sont construits. Et pour ça, je vais moi essayer de vous montrer en tout cas, voilà, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. J'ai essayé de balayer assez vite et assez largement les choses. Si jamais certains d'entre vous n'ont jamais testé, je vous invite également à tester la version vocale donc de ChatGPT qui vous permet d'échanger avec lui. Là, je ne sais pas si dans mon mode de partage, il est capable plus activer. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de voir si partager le son de l'ordinateur. Stéréo haute fidélité. Hop. Ah, est-ce qu'il va être d'accord? Non, il faut que je fasse rentrer un code, donc je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça maintenant. Mais en gros, ChatGPT a un mode vocal et je vous inviterai à le tester parce que ce qui est hyper intéressant dans le mode vocal, c'est de voir à quel point il est réactif. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir une conversation, de l'interrompre, il est capable de rebondir. Et comment il fait ça, ChatGPT? Tout simplement, lorsque je viens lui parler, en fait, il est dans une génération dite de token à blanc, c'est-à-dire qu'en fait, il parle sans que vous l'entendiez. Et en fait, il réagit à chaque chose que vous lui dites. Et au moment où vous interrompez, en fait, le mode sonore s'active et du coup, vous l'entendez parler, vous avez l'impression que du coup, il est hyper réactif. Ça va être un point important parce que ce n'est pas juste un gadget. En réalité, c'est en train de transformer notre manière d'interagir avec la machine parce que c'est effectivement, je peux utiliser le langage naturel, la voix, pour parler avec une machine et lui demander voilà, d'afficher uniquement ce dont j'ai besoin. Eh bien, ça remet en cause une grande partie du besoin des interfaces. C'est-à-dire qu'on a créé des sites web, des applications mobiles, des sites intranet pour bien naviguer dans des outils. Pourquoi? Parce que les outils n'étaient pas intelligents. On avait besoin de les conduire là où on avait besoin d'aller. Là, en l'occurrence, si maintenant on a des IA qui sont capables de nous comprendre, qui sont capables d'afficher uniquement ce dont on a besoin, eh bien, ça change finalement notre accès global à l'informatique. Et dernier élément, dans les dernières nouveautés que l'on a eues, je vous inviterai également, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir tout ce qui se passe du côté de Operator, qui fait partie de ce qu'on appelle donc, les agents, en tout cas IA, l'agentification. Et en gros, ce sont des systèmes qui vont me permettre désormais, vous voyez ici, il y a un écran qui apparaît. À gauche, je discute avec l'IA, je suis capable de lui dire, va réserver un voyage voilà, sur TripAdvisor. Et l'IA est capable d'aller taper l'URL de TripAdvisor, de se rendre sur le site, et ensuite, par succession de capture d'écran, est capable d'identifier les boutons où elle doit cliquer, les champs qu'elle doit remplir. Et en fait, elle est capable maintenant d'utiliser finalement les mêmes interfaces que nous pour faire des opérations à notre place. Donc, ça aussi, ça va transformer notre accès forcément à l'information parce que je vais pouvoir utiliser des IA pour faire un certain nombre d'opérations. Et ça va demander nous-mêmes de transformer notre manière de concevoir des interfaces parce que ces interfaces vont potentiellement être utilisées par certains, voilà, par des êtres humains d'un côté, mais également potentiellement par des IA. Bon, je m'arrête là un peu sur le champ, cette fois-ci global, en tout cas pour balayer un peu le champ des possibles. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre quand même un peu de recul avec vous vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis des transformations en cours. Je vais commencer avec un élément
c'est effectivement DeepSeek, pourquoi il y a eu un peu tout ce bruit autour de ce nouveau modèle chinois et qu'est-ce que ça implique un peu en termes de transformation. Donc, pour ça, je vais juste hop, partager mon écran. Florian, juste, est-ce que je peux avoir la confirmation que tu vois bien mon écran sur lequel est marqué l'ère de l'IA conversationnelle et générative? C'est bon? C'est parfait. Super. Donc, juste pour prendre un peu ce recul, et je vous laisse bien entendu commencer aussi également à poser vos propres questions, je vais essayer de balayer un certain nombre, en tout cas, de sujets. Premier élément que je veux vous partager, c'est qu'on est en train de vivre une vraie vague technologique comme on l'a jamais vécu dans notre histoire et de notre vivant. Vous êtes principalement tous jeunes dans voilà, en tout cas l'auditoire aujourd'hui, même si vous avez bien sûr des enseignants avec plus d'expérience. On ne va pas être désobligeant vis-à-vis d'eux, mais vous avez en tout cas moins de recul sur ces dimensions-là, mais ayant en tête qu'on est en train de vivre une vague technologique qu'on n'a jamais vue en termes de rapidité. On sait déjà que l'IA va avoir plus d'impact sur notre société que l'arrivée de l'ordinateur, de l'informatique et du smartphone, enfin de l'ordinateur, d'Internet et du smartphone cumulé. Donc c'est un impact qui est majeur, sauf que ça se fait sur un temps qui est beaucoup plus rapide, avec, vous le voyez, des rapidités de diffusion d'outils comme ChatGPT en à peine 60 jours pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, ce qui a été du jamais vu dans l'ère technologique. Une technologie plus globalement qui se diffuse à un rythme également jamais vu. Entre 20 et 25 des professionnels français utilisent de l'IA au travail aujourd'hui. C'était à peine 1% il y a 2 ans. Ça, pareil, en termes de diffusion, on ne l'avait jamais vu. 85% des étudiants, en tout cas en études supérieures, l'utilisent de manière hebdomadaire. Et là aussi, c'est une diffusion qu'on n'avait jamais vue. Et on le voit ici, ça va plus vite que la diffusion des smartphones et des tablettes à leur époque, parce que ça peut vous étonner, mais il y a eu une époque où on n'avait pas de smartphone. C'est 2007 que ça apparaît, ça s'était diffusé déjà très vite. Et bien là, l'IA générative va aussi beaucoup plus vite. Bon, je vous passe un certain nombre de détails sur cette accélération globale. Ce qui m'intéresse, moi, c'est sur le progrès technologique qui est associé du coup à ça, et notamment alors, le fonctionnement en tout cas de ces systèmes-là. Juste pour bien recadrer les choses, parce que certains d'entre vous maîtrisent potentiellement déjà les définitions de base de l'intelligence artificielle, mais ça me permettra de le donner à tout le monde. Intelligence artificielle, on parle d'un système informatique qui reproduit un fonctionnement cognitif humain. En réalité, quand vous programmez, notamment, là je voyais tout à l'heure des robots, lorsqu'on fait de l'algorithmie de base, on peut tout à fait considérer qu'on est déjà en réalité dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'on est déjà en réalité là-dedans depuis longtemps. Et il y a eu deux grandes écoles dans l'univers de l'IA. L'IA symbolique d'un côté, donc c'est l'IA qui justement cherche à apprendre des règles de logique à la machine pour la faire devenir intelligente, et les IA statistiques qui ont connu plus de succès ces derniers temps et à qui on cherche, en fait, dans lesquelles on cherche à reproduire le fonctionnement cognitif humain, créer notamment ce qu'on appelle des réseaux de neurones. On remplace les neurones par des fonctions mathématiques et on cherche à apprendre à la machine à partir de données. On y déverse des données et de là émergera de l'intelligence. Il y a eu beaucoup de guerres entre ces deux écoles-là pendant très longtemps. C'est encore un peu le cas, même si aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans une ère dite des IA hybrides. Et donc, quand on parle d'IA beaucoup aujourd'hui, effectivement, on va parler plus précisément de ce qui se trouve dans le champ des IA statistiques et qui relève de ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou le machine learning. À l'intérieur du machine learning, il y a un algorithme particulier qui est effectivement les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, lorsqu'on crée des réseaux de neurones de très grand volume, où il y a beaucoup de profondeur, on crée du deep en anglais, ça donne ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Et en 2017, va émerger une rupture technologique qui s'appelle les transformers, donc le T dans ChatGPT, et qui va donner naissance aux modèles de fondation. Ce sont ces modèles dont on parle aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'une petite partie de l'IA plus globale, mais c'est une vraie porte d'entrée parce que derrière les modèles de fondation qui sont capables de maîtriser maintenant le langage, l'écriture dans n'importe quelle langue, de traduire n'importe en instantané n'importe quel sujet, eh bien, se trouve finalement une capacité d'accès à plus voilà, de potentiel derrière. Typiquement, bah oui, je vais pouvoir demain parler avec mon IA, lui donner des données et ensuite lui demander elle-même de me générer potentiellement la modélisation statistique ou voilà, créer tel modèle de data science. Tout ça, ça va être accessible parce que justement, l'IA va me donner accès à ça. Vous-même, vous faites de la programmation, de l'automatisation, de développement, et l'IA va venir vous assister dans ces différentes tâches. Donc, ça, c'est l'état de l'art actuel. Il y a trois technologies à comprendre pour comprendre finalement comment fonctionne l'intelligence artificielle. Trois choses assez simples, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones, comprendre l'apprentissage autosupervisé et les transformers. Ici, vous avez un réseau de neurones devant vous. Certains d'entre vous sont déjà familiers, d'autres un peu moins. Un réseau de neurones, c'est quoi? C'est des couches neuronales. Là, vous les voyez en colonne. À la place des 1 et des 0, il faut imaginer donc des fonctions mathématiques.
et indépendantes les unes des autres avec leurs propres paramètres. Ici, je cherche à faire apprendre à l'IA à reconnaître une image de chien. Une image de chien, c'est quoi? C'est un ensemble de pixels. On les fait entrer en couche d'entrée. Chaque pixel, donc une valeur mathématique, est captée par la fonction d'entrée, fait un calcul, le renvoie dans les sorties, etc. Ça passe de couche en couche de cette manière-là. Et à la fin, il y a une valeur globale qui est attribuée, là par simplification, la valeur 1. Puis ensuite, je commence à donner des données labellisées à l'IA, donc de chien. À un moment donné, je lui donne une image de chien et à la fin, il lui attribue la valeur 0. Il sait qu'il s'est trompé. Qu'est-ce que fait l'IA? Elle va repartir de la fin, elle va faire ce qu'on appelle de la rétropropagation. Elle vient modifier les paramètres de certaines de ces fonctions pour faire en sorte que les précédentes images de chien gardent la valeur 1 et que la nouvelle image, qui, elle, doit bien être un chien, elle le sait parce qu'elle est labellisée, doit rejoindre également ce champ-là. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle place statistiquement, en faisant du calcul de distance, des objets dans son espace mathématique. Si après je lui donne des images de chat, elle va lui attribuer la valeur de 0 parce qu'elle sait qu'elle doit distinguer les deux espaces. C'est la même chose que si moi je venais vous donner, là dans l'amphi dans lequel vous êtes, des images de chiens à côté des images de chats et que je vous demandais de les séparer dans l'amphi pour bien séparer les deux ensemble. Puis ensuite, une fois qu'on a créé notre matrice de distance, je viens lui donner une image qu'il n'a pas. L'IA passe la matrice, donc tous les pixels sont captés, rentre en entrée, passe la matrice globale, et ça permet de positionner l'objet dans l'espace. S'il est à plus à proximité du groupe des chiens et que du groupe des chats, alors l'IA va considérer que c'est un chien. Derrière ça, il ne sait pas ce que c'est un chien, il ne sait pas, il n'a pas conçu ce que c'était un chien, il n'a pas conceptualisé la chose, il a juste analysé des pixels en faisant un rapprochement avec son espace mathématique. ChatGPT vit dans un espace à 3750 dimensions. C'est énorme et c'est très puissant. Par contre, qu'on soit clair, il n'y a pas d'intelligence dans ces systèmes. On est uniquement dans des systèmes statistiques. Ce qui ne veut pas dire, cependant, qu'ils ne sont pas performants. Parce qu'évidemment, ça a des gros impacts aujourd'hui. Et là, vous le voyez, depuis maintenant début 2023, les systèmes sont en phase de progression. En haut, là, vous avez la ligne de ce qui correspond en gros à un niveau voilà, d'un docteur voilà, dans les principaux domaines de connaissances humains et là, notamment en sciences. Et on le voit, ça y est, les modèles sont en train d'arriver à un niveau où ils vont dépasser, ça y est, le niveau même des docteurs dans chaque domaine. De la même manière, l'IA est déjà depuis un moment en train de dépasser un grand nombre des compétences humaines dans un certain nombre de champs. Et là, on le voit, il y a une sorte d'accélération. Donc, on sait aujourd'hui que ça y est, l'IA cognitivement a dépassé, en tout cas, l'humain à plein d'endroits. Ça ne veut pas dire qu'il va le repasser, au contraire, parce que l'erreur serait de considérer qu'il n'existe dans notre monde que la cognition. Il y a plein d'autres choses qui relèvent du sensible, de l'interaction humaine, du manuel, de l'objet et plein d'autres choses. Et c'est bien de se considérer que finalement l'IA n'est finalement qu'un assistant cognitif à nos propres productions, même si effectivement cet assistant cognitif aujourd'hui nous déplace dans plein de benchmarks. Mais la calculatrice nous dépassait déjà, voilà, et on ne s'en plaignait pas. On est finalement dans la continuité, en tout cas, de ça. Bon, je vous passe le détail ici. Je vous passe le détail, c'était mon avatar qui parlait dans plusieurs langues. Voilà, il y a aussi toutes ces dimensions-là. Les derniers smartphones sont maintenant équipés de traduction automatique. Si j'appelle quelqu'un en Chine, il m'entend en chinois et quand il me répond, moi je l'entends en français. Donc, on est au début, en tout cas, de cette vague technologique. Donc, la question, c'est plus qu'est-ce qui est à la portée de l'IA, hein, tout ça, les cas d'usage sont en train de se démultiplier. J'aurais pu vous montrer effectivement comment on génère des jeux vidéo, cette fois-ci de manière beaucoup plus complexe, aller plus loin dans la démonstration sur les vidéos, comment on traite effectivement aujourd'hui nos boîtes mail, comment on analyse des connaissances de grand volume, on crée des chatbots intelligents à plein d'endroits, comment effectivement on enregistre, on fait du compte rendu de réunions de manière automatique. Enfin, voilà. En tout cas, les cas se démultiplient. La question, c'est plus qu'est-ce qui est à la portée de l'IA, c'est plutôt qu'est-ce qui n'est pas à la portée de l'IA. Là, je ne vais pas pouvoir vous partager toutes mes réflexions sur cette nouvelle ère, mais j'ai envie de vous partager quelques éléments un peu clés. Donc, je vais passer un peu rapidement sur le slide, mais c'était convenu avec Florian que ensuite je vous partagerai de toute façon le slide support qui est là pour que vous puissiez en tout cas revenir dessus. Premier élément que je veux vous dire, c'est ceci. Ayant en tête une chose, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Ici, vous avez le pourcentage de tâches qui vont être voilà, automatisées dans chacune de ces professions. Alors naturellement, quand on voit ça, on cherche à positionner bien son métier. Vous êtes, voilà, vous êtes placé à différents endroits voilà, ici, mais plutôt quand même dans le haut de ce graphique-là. Derrière ce paradoxe, ici, derrière ce graphique, il y a ce qu'on appelle donc le paradoxe de Moravec. En haut de ce graphique se trouvent les tâches intellectuelles. En bas de ce graphique, les tâches manuelles, les métiers plutôt de tâches manuelles et d'interaction humaine. Qu'est-ce que dit le paradoxe de Moravec qu'on connaît très bien en technologie depuis longtemps? C'est qu'en réalité, la cognition, c'est un outil biologique
qui n'était pas très difficile à copier. Et donc, après avoir copié les gestes grossiers humains et créé la première révolution industrielle, on rentre dans un temps où on copie finalement la cognition humaine. Et donc, ça veut dire une chose, c'est que la valeur des métiers va se déplacer de la pure cognition ou des tâches intellectuelles pour peu à peu, en tout cas renforcer ou se déployer vers ce qui relève des interactions humaines et des métiers notamment manuels. En l'occurrence, si je prends quelqu'un qui travaille dans voilà, le génie industriel ou informatique, bien oui, être assisté pour générer du code, c'est-à-dire être tout seul devant son ordinateur pour faire des choses, là, l'IA va énormément venir prendre en tout cas des tâches. Par contre, être informaticien dans une équipe, être ingénieur dans une équipe, c'est pas être uniquement devant son ordinateur à réfléchir tout seul. En réalité, une grande partie du travail relève d'interaction humaine, de compréhension, relève souvent parfois aussi d'ailleurs d'une finesse quand il y a un peu d'ingénierie manuelle, eh bien, tous ces champs-là, cette valeur-là va se renforcer et l'avenir est plutôt voilà, aux personnes de vos métiers qui vont non seulement savoir s'assister d'IA sur les tâches cognitives, sans pourtant pour autant tout déléguer, mais savoir les utiliser et en même temps, en parallèle, eh bien, savoir développer ses compétences, notamment d'interaction humaine. Dans les autres éléments, alors j'aurais pu vous parler un peu des compétences et autres, ce qu'il nous faudrait à notre époque. Je vous invite quand même à développer bien votre esprit critique, votre recul éthique, c'est important. Dans les systèmes que vous utilisez, il y a des biais, il y a parfois souvent des erreurs. Il faut savoir en prendre du recul sur ce qui est produit, en tout cas par elle. Et la problématique de l'IA, c'est qu'en réalité, c'est un accélérateur de compétences. Le bon développeur, qui va s'assister d'IA pour générer du code Python, il est déjà un excellent, en réalité, développeur Python par ailleurs. Donc, il n'y a aucun espoir du fait de pouvoir utiliser l'IA pour compenser certaines compétences si vous n'acquérez pas, en tout cas, vous n'êtes pas l'acquisition des compétences de base, l'utilisation de l'IA va au contraire plutôt va vous tirer vers le bas. Alors que si vous développez des compétences élevées dans certains domaines et qu'ensuite vous êtes assisté dans ces mêmes environnements par l'IA, eh bien l'IA devient un accélérateur de la compétence. Bon, j'aurais pu détailler beaucoup de choses là-dessus. Juste un point maintenant sur les parties un peu plus éthiques. J'insiste sur un point, ces systèmes-là ne sont pas intelligents et ils ne vont pas le devenir. J'insiste parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle de l'animisme industriel. C'est, vous savez, cette croyance qu'il y a quasiment de l'intelligence dans les systèmes qui sont les nôtres. Vous allez être confronté à ça, par exemple, dans les aspects notamment de robotique. Là, ici, un article 2017, repris après par Le Monde et par le New York Times. Un robot sécurité doté d'IA tombe dans une fontaine et les journaux se posent la question de savoir si on n'a pas assisté au premier suicide d'une IA qui voulait s'extraire de la domination capitaliste humaine. Non, pas du tout. Il y a juste eu un bug dans la machine et il est tombé. D'accord. Il n'y a pas d'intelligence à l'intérieur de ces systèmes-là. Donc, s'il vous plaît, quand vous utilisez ChatGPT et autres, vous ne dites pas bonjour à l'IA. Vous ne lui dites pas merci, vous ne lui dites pas au revoir, parce que vous ne faites pas ça avec vos PowerPoint ou avec vos systèmes électroniques. Et si vous le faites cependant partout, alors c'est qu'il y a d'autres sujets psychologiques qu'il faut les traiter par ailleurs. Dans les enjeux, cette fois-ci, un peu éthiques, pareil, j'aurais voulu détailler plein de choses, on aurait pu se poser plein de questions. Bien sûr, comme toute technologie, quand elle émerge, une IA pose, enfin, l'émergence de l'IA pose à la fois des enjeux, des potentiels, des promesses et en même temps des problématiques dans la relation aux machines, dans les biais, dans plein de dimensions. Et le sujet de la dimension écologique, j'insiste sur cette dimension-là, sur l'IA. Alors, l'IA, l'impact de l'IA en soi, il faut bien le replacer dans l'impact du numérique. On va devoir se poser la question globalement de notre utilisation des outils digitaux. Par contre, on ne peut pas faire indépendamment le sujet de l'IA vis-à-vis des autres, car ayant en tête, par exemple, que lorsque vous générez un texte de 250 mots sur votre ordinateur, que vous l'écrivez vous-même ou que vous le faites générer par une IA, vous consommez, vous, en tant qu'être humain, 200 à 2000 fois plus de carbone que l'IA lorsqu'elle le fait, elle, de son côté. Ces études-là, cependant, comparent des choses qui sont parfois aussi difficilement comparables dans le sens où est-ce qu'on peut comparer un texte écrit par un être humain à celui écrit par une machine? Pas tout à fait. Mais le sujet de l'IA, ce n'est pas pris à la tâche, parce que bien sûr, à la tâche, l'IA est efficiente et de plus en plus efficiente. Mais le grand sujet, c'est l'effet rebond. C'est, oui, si maintenant tout le monde s'en empare et on génère encore plus de textes, encore plus d'images, encore plus, effectivement, il y aura un effet rebond. Et d'un point de vue écologique, le sujet, ce n'est pas l'efficience technologique en soi, c'est bien l'effet rebond. Mais on doit se poser cette question-là, mais comme on doit se poser question sur les streamings qu'on utilise en ligne, les vidéos qu'on regarde sur Instagram, les visios que l'on réalise, les mails que l'on envoie, c'est globalement une réflexion sur notre utilisation de la technologie au service, en tout cas, de quoi.
Bon, je m'arrête là-dessus et on va pas tarder à passer aux questions. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu vous donner. Sachez qu'en Europe, maintenant, on a un AIACT qui nous permet de protéger l'utilisation de l'IA en Europe. Vous dire que sur les 100 enjeux de technologie, la chaîne globale de l'IA, ben, c'est des intrants, la puissance de calcul, c'est ce qui relève de modèles physiques, tout ce qui relève des modèles de fondation, composants logiciels actuels, et tout ce qui va relever des applications qui vont se déployer. Sachez que dans chaque chaîne d'innovation, on part souvent en amont, donc ici vers la gauche, avant de se déplacer vers la droite. Donc là, la valeur se déplace d'un sens à l'autre. Et bien sûr, ben voilà, il y a des opportunités à plein de niveaux à venir saisir à différents endroits ici. Euh, je m'arrête un peu globalement. J'aurais pu vous montrer aussi, vous parler ben, effectivement des agents qui vont commencer à prendre de l'autonomie. On va parler un peu de plein de choses. Mais je m'arrête sur une chose. DeepSeek, le modèle chinois qui a parlé de lui, il me semble intéressant de s'arrêter juste là-dessus, a provoqué une chute de la bourse de manière majeure, notamment de la valeur de Nvidia. Donc ici, si je viens sur ChatGPT et que je lui pose justement, on va lui demander d'afficher, génère la courbe de la valeur boursière donc de la société Nvidia. Donc Nvidia, c'est la société qui crée notamment les GPU, donc qui sont les unités de calcul graphique qui notamment... Ah, pourquoi il est sauté lui courbe du chiffre, non pas courbe du chiffre d'affaires, ah, bah, c'est pas grave, parce que hier, je crois que je l'avais généré dans une autre conversation, donc je vais la récupérer ici. Donc, ici, vous voyez donc la valeur de NVIDIA, c'est la valeur de ces unités graphiques qui ont effectivement été, bah, qui sont au cœur de la révolution actuelle, parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul pour produire les IA dont on parle. Et forcément, bah, quand ChatGPT émerge, le premier gagnant, en fait, c'est NVIDIA, dont la valeur boursière va énormément augmenter. Et si je vous montre ce qui s'est passé ces 5 derniers jours, il y a quelques jours, donc le 24 sort le modèle le nouveau modèle chinois, donc DeepSeek, qui produit finalement un modèle aussi bon que ChatGPT ou Gemini, mais en consommant quasiment 60 fois moins de ressources. Et ça a mis un gros coup dans l'univers de l'IA. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait une problématique, et d'ailleurs c'était un enjeu pour nous, c'est ce qu'on appelle les lois d'échelle. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, c'était la mentalité américaine, et notamment Trump avait annoncé le projet Stargate, 500 milliards d'euros d'investissement dans des notamment supercalculateurs. Il avait débridé l'utilisation de l'énergie, et notamment fossile, pour pouvoir justement les alimenter, avec cette idée de se dire que plus on a de puissance de calcul, plus on a de données, et plus on aura des IA intelligentes et performantes. Et en fait, eh bien, DeepSeek est venu perturber ça. Et en réalité, on est en train de vivre cette année ce qu'on appelle la fin des lois d'échelle, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça va être plus gros que ça sera plus performant. Et donc, on va commencer maintenant à rentrer dans un nouveau temps où cette fois-ci, bah, l'ingénierie va compter, faire voilà, de la belle ingénierie, du code élégant, de l'efficience globalement. Et on va quitter purement les IA 100% statistiques pour aller de plus en plus vers ce qu'on appelle des IA hybrides qui vont coupler également des dimensions de raisonnement. Je vous parlais tout à l'heure d'univers 3D. Pour bien fonctionner dans l'univers 3D, il va falloir à la fois générer des modèles, utiliser des modèles potentiellement statistiques, mais venir apprendre à la machine également à tenir compte de paramètres physiques, parce que notre environnement, notre monde est régi par des règles de logique fondées sur la physique et la physique fondamentale. Et donc, il va falloir venir apprendre ça. Donc, c'est un mix entre apprentissage statistique et également apprentissage de logique. Et finalement, quand on regarde bien la nature, c'est finalement ce qu'elle nous indique parce que ben, l'intelligence qu'on essaie de copier, c'est l'intelligence humaine. Et nous, ben, on n'est pas des gros data centers. En réalité, on est des machines qui sont incroyablement, en tout cas, efficientes. Et donc ça, je souhaite terminer, en tout cas, avec ces dimensions-là. L'IA n'est pas prête, en tout cas, de vous remplacer. Vous êtes des machines individuellement incroyables. Sachez en tout cas penser votre valeur dans cette nouvelle époque et utiliser l'IA, parce que bien entendu, si l'IA ne remplace personne, par contre, vous pourriez être remplacé par des gens qui utilisent l'IA et je préférais que ce soit plutôt vous qui l'utilisiez. Donc voilà un petit peu pour la présentation que je voulais en tout cas vous faire globalement. Et bah, Florian, je te laisse la main pour me dire s'il y a des questions, des désaccords. Merci beaucoup, Cyril. C'était très, très intéressant. Alors, ça semble très, très positif quand même, hein, tout ce que tu nous annonces, même si tu as abordé les problèmes d'éthique et de consommation énergétique. Et là, tu nous parlais de DeepSeek, mais moi, j'ai lu ce matin un article sur la mésinformation. Et je ne sais pas si tu as vu le rapport de DeepSeek qui est
tout aussi mauvais que les autres chatbots sur l'analyse d'informations qui serait fausse et qui est capable de broder pourtant autour de ça. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, ça, c'est un point important. Alors, c'est tout ce qui va relever notamment de ce qu'on appelle l'hallucination. Ce qui est un point important et que vous ayez en tête, notamment, alors, il ne faut pas écouter les journalistes sur une dimension, c'est que les gens vous disent, attention, l'IA, elle hallucine ou elle hallucine des informations. Euh, Comme si c'était un bug. Ce n'est pas du tout un bug. La fonction de la machine, c'est d'halluciner. C'est de créer du token, c'est de créer de la syllabe. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est qu'une IA, si je lui pose une question pour générer une réponse, ça n'a aucune valeur en soi. Ça n'a de valeur en soi que si je la place dans un environnement de connaissance. Et en l'occurrence, bah, effectivement, demain, on peut imaginer dans vos environnements, par exemple, dans vos écoles et universités, bah, une IA, un modèle d'IA que je viens de prendre, par exemple DeepSeek, je prends le modèle et je viens l'interfacer avec ce qu'on dit des bases vectorisées, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qui seraient validées par les enseignants de vos filières. Et donc l'IA, quand ensuite on viendrait lui poser des questions, ne répondrait que par rapport aux bases de connaissances qu'on lui donnerait. Et bien là, en plaçant l'IA dans cet environnement-là, il n'y a plus de risque, il n'y a plus ce risque-là. Donc, la question de savoir est-ce que l'IA effectivement hallucine ou pas, elle est un faux débat, elle est le débat de gens qui n'ont pas compris comment on utilise ces systèmes. Ces systèmes, ce sont des générateurs de tokens, ce sont des générateurs de syllabes, c'est aucunement des systèmes qui permettent de répondre en soi. C'est pour ça que tous les tests qui consistent à prendre une IA et à lui poser, à faire du calcul mathématique ou à lui dire quel est le poids de l'œuf d'une vache, sachez que quand vous voyez quelqu'un faire ça sur une IA et est très content de la réponse, eh ben, c'est une personne qui ne comprend pas l'IA et qui ne comprend pas ces systèmes. Voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'on utilise. C'est, enfin, voilà, il y a vraiment cette idée de se dire qu'il faut vraiment. C'est comme si les gens voilà, rentraient dans un véhicule et se plaignaient parce que la voiture n'avance pas, mais il n'y a pas de roue. Et les gens ne se posent pas la question, ouais, la voiture n'avance pas, il n'y a pas de roue. Bah, c'est la même chose. Si vous ne donnez pas de connaissances à l'IA, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas être pertinente. Donc, c'est important. Et donc, Florent, merci pour la question parce que c'est un point, en tout cas, hyper important parce que c'est une mauvaise compréhension de comment on utilise ces IA. Super, merci de ce point de vigilance. Alors, parmi tous les auditeurs, là, il y a peut-être des questions. N'hésitez pas à prendre la parole. J'avais une question parce que vous aviez parlé à un moment donc, du réseau de neurones et que chaque neuron est assimilable à une fonction mathématique. Et ensuite, vous avez parlé d'un champ de vecteur de n dimensions. Et donc, du coup, je n'ai pas compris le lien exactement entre les deux. Alors, sur la partie, alors, comment ça, sur le réseau de neurones et après avec la vectorisation? C'est ça. Ouais. Alors, en fait, donc, c'est ce qu'on va appeler des RAG, des Retrieval Augmented Generation. D'accord? En gros, effectivement, donc un LLM, le Large Language Model, ou les modèles qu'on utilise aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle alors, c'est plus précisément des MOE, des Mixture of Experts. En gros, tu as plusieurs modèles dans ton gros modèle. Par exemple, quand tu vas voir, non, DeepSeek ne fonctionne pas comme ça, mais ChatGPT, quand tu lui poses une question, derrière, il y a un orchestrateur qui va mobiliser différents modèles. Et ces modèles, effectivement, s'appuient principalement donc, sur des réseaux de neurones. Et effectivement, à l'intérieur, d'ailleurs, tu as toute la dimension de vectorisation et autres. Mais ce qu'on va venir produire avec ces modèles, et donc c'est ce que je disais juste avant, mon objectif, c'est de me dire, OK, ce modèle-là, en quoi il a développé une capacité d'écriture, un savoir-faire dans l'écriture. D'accord? C'est ça ce que je vais chercher, parce que par auto-supervision notamment, ils ont appris à générer du texte. Et ensuite, quand je veux venir le placer dans un espace de connaissances, on va venir effectivement vectoriser des bases de connaissances. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre les connaissances, je ne sais pas, par exemple, tous les PDF de vos cours ou des choses qui sont validées par vos profs. Et on va vectoriser. Donc, on va créer effectivement une vectorisation des bases de connaissances pour en permettre notamment une organisation sémantique. Et ensuite, quand je vais venir poser une question à l'IA, l'IA, avant de répondre, va d'abord, au regard de la requête, aller chercher dans la base vectorisée les vecteurs qui lui semblent pertinents. Et c'est là que tu paramètres dans la vectorisation combien de vecteurs potentiellement elle va venir chercher. Ces vecteurs sont renvoyés au modèle. Et ensuite, le modèle, sur la base de la question posée, mais aussi de tout ce qui précède dans la conversation, ce qu'on appelle le contexte, et de ces vecteurs-là, formule une réponse inédite, mais ce qui est fondé sur du coup des connaissances. Et donc, on construit bien des systèmes où on a d'un côté effectivement le réseau de neurones sur lequel on s'appuie pour la formulation, la compréhension, et l'autre, là, enfin, l'espace où on va venir chercher derrière la connaissance. Donc là, on est d'accord qu'on parle bien de tout ce qui va relever des LLM, des RAG,
notamment. Ok. Donc, on n'est pas sur après du modèle, par exemple, je sais pas, de détection d'image, où tu peux aller faire aussi après du fine-tuning ou autre. Et donc là, on est bien sur l'organisation de ce qu'on appelle un RAG. Est-ce que ça paraît plus clair? Merci. Merci. Il y a une question dans le chat. Cyril, que penses-tu des alignements de l'IA? Alors, l'idée, c'est effectivement d'avoir effectivement des intelligences artificielles qui soient alignées avec nos valeurs, ou en tout cas avec nos objectifs. La peur, c'est toujours la problématique de se dire, bah, tiens, si on demande à une IA de, voilà, alors ça, c'est dans la version science-fiction, ce qui n'arrivera pas, mais si je demande à une IA d'être protectrice de, par exemple, de la nature et de l'écologie, et qui soit là pour surveiller tout ce qu'on produit, et qu'à un moment donné, par son raisonnement, elle considère que pour sauver la nature, il faut détruire l'ensemble des êtres humains. Là, on manque voilà, un peu un alignement, c'est-à-dire qu'on n'a pas su bien aligner quand même l'IA a priori avec nos objectifs. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là et un travail qui doit se faire notamment sur les bases d'entraînement, sur la manière dont on est construit. Et maintenant, on est en train de créer ce qu'on appelle des chains of thought. En gros, c'est des chaînes de pensée, des chaînes de raisonnement qui visent à aider voilà, l'IA à développer en tout cas des capacités de raisonnement. Et à l'intérieur de ça, il va falloir placer en tout cas ces éléments. Mais à la fin, moi, ce que je considère, c'est qu'une IA sera toujours biaisée. Il y a toujours un biais dans une IA. Un algorithme ou une IA, ce n'est que du biais inscrit dans du code ou dans de la donnée. Il n'existe pas d'IA neutre. Tout simplement parce que bah, déjà, tous les êtres humains en fait, sont biaisés. Et donc, il n'y a pas d'IA neutre. Donc, moi, je crois beaucoup plus aussi au fait que, bien sûr, qu'il faut qu'on construise des systèmes qui eh bien, respectent les objectifs qu'on leur donne ou qu'on puisse en tout cas maîtriser, comprendre, etc. Mais en fait, l'essentiel sera également quand même dans la formation de celui qui utilise. D'où la dimension du recul éthique, de cette capacité à savoir utiliser une IA, à en prendre du recul pour effectivement, en tant qu'être humain, s'assurer que le système que j'utilise est bien aligné avec mes objectifs. Donc, je crois qu'il serait trop facile de départir en disant, voilà, il y a l'IA d'un côté et l'être humain de l'autre. C'est bien dans l'interaction entre les deux qu'on doit trouver l'alignement. Il y a d'ailleurs une deuxième question à propos de l'aliment. Tu vois le chat, Cyril? Ah oui, ça y est. Ouais, c'est bon. Romain qui rajoute une question par rapport à l'aliment, l'accélération de technologie. Où ça? Ah oui, ah Alors, oui. je la lis. Elle est tout à la fin. Enfin, presque. Comment gérer le problème de l'alignement des prompts face à l'accélération des technologies de l'IA? Bah, c'est exactement voilà, ce que j'étais en train en tout cas de dire. Le vrai enjeu, c'est comme le recul éthique qu'on doit avoir là-dedans. Alors, il y a plusieurs dimensions parce que, bien entendu, par exemple, dans l'AI Act, il y a cette idée de se dire qu'on doit savoir quelles sont les données qui ont entraîné un modèle. Ça, déjà, ça va permettre de savoir, en tout cas, d'avoir derrière, en tout cas, un recul là-dessus et de commencer à savoir, bah, du coup, à mieux identifier potentiellement les biais qui s'y trouvent. Mais si l'IA est entraînée uniquement sur des données françaises, européennes, bon, bah, elle aura des biais occidentaux dans son IA. Si maintenant j'utilise DeepSeek aujourd'hui, bah, DeepSeek, super modèle, hyper performant, en plus efficient. Bon, cependant, effectivement, si je commence à lui parler de la démocratie, vous allez voir qu'il a un regard assez plutôt négatif sur la démocratie. Ben, est-ce que ça est aligné avec nos valeurs? On a d'ailleurs entraîné une IA sur Wikipédia chinois censurée en Chine, l'autre sur Baidu qui est autorisée en Chine et qu'on a posé des questions à l'une sur l'IA, elle l'associait au terme de prospérité et l'autre, elle l'associait au terme de chaos. Donc, on voit bien qu'une IA, c'est forcément du biais par rapport à ces données d'entraînement. Donc, il y a besoin à la fois d'avoir connaissance de la manière dont sont construits ces systèmes-là et toujours d'avoir finalement cette prise de recul de l'être humain, de celui qui vient en tout cas l'utiliser. Donc, il y a des obligations réglementaires, mais il y a effectivement également des enjeux de formation. Alors, on a une autre question depuis le Creusot. Pourriez-vous nous dire quelle influence l'IA pourrait avoir sur les domaines particuliers du GE2I? Je crois que tu as à peu près saisi quelle était notre formation, Cyril. Tout à fait, tout à fait. Alors, Voilà, justement, si parce tu as que d'autres idées. donc, effectivement, alors sur tout ce qui va relever, en tout cas chez vous, forcément, bon, il va y avoir l'assistance à la conception des systèmes. Ça, de fait, et ça de plus en plus. Tout ce qui va relever de l'ingénierie, de la capacité à s'assister dans l'ingénierie, d'ailleurs à être créatif dans ces dimensions-là, va venir transformer des choses. Le deuxième, ça va venir effectivement dans tout ce qui est la partie programmation, développement pur. Là, vous allez également être assisté
Pareil, dans la partie automatisation, vous aurez des agents qui vont être capables de venir également vous assister. Et dans vos environnements, il va y également avoir énormément de choses qui vont relever de l'intégration de ces systèmes dans, effectivement, par exemple, les chaînes de dans les chaînes industrielles, dans certains environnements. L'IA va venir aussi s'intégrer dans la partie notamment hardware. Et là, il y a également énormément d'opportunités. Donc, je crois que dans vos environnements, il va y avoir à la fois une transformation du métier en tant que tel, sur les compétences de base, parce que partout où vous allez avoir de la conception, de la réflexion, vous allez être assisté par des IA. Et l'IA va être également le champ de déploiement de vos compétences, parce qu'il va falloir aussi, avec vos compétences, va être capable de venir déployer des IA. Il va y avoir de nouvelles demandes, de nouveaux marchés qui vont émerger autour de ces besoins-là. Donc, je crois que vous êtes quand même dans un bon positionnement, parce qu'en réalité, ça vient à la fois transformer vos métiers en termes de conception, de développement, mais également en termes de demande, parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités autour de ça, et notamment liées au hardware. J'insiste, l'IA, ce n'est pas une révolution du software, ce n'est pas une révolution voilà, du numérique ou du digital, c'est une révolution industrielle qui s'inscrit dans le monde physique. Alors, on parlait des métiers et du coup, moi, je pense au métier de l'étudiant. Qu'est-ce que tu peux donner comme son conseil à l'étudiant dans l'usage de l'IA? Tu nous as alerté tout à l'heure sur ça remplacera pas la compétence, ça va être un accélérateur, mais si tu peux développer un petit peu. Alors, en tout cas, le point important, c'est forcément pour vous. Ayez ce recul, c'est jamais simple, parce que bien sûr, ben, on est tous été comme ça et vos enseignants ne voudront pas vous le dire eux-mêmes, mais bien sûr, quand on peut se faire un devoir maison en 5 minutes parce que forcément, eh ben, je utilise une IA et que ça va vite, en réalité, même eux, à leur époque, ils ne seraient pas passés de ça. Et donc, forcément, on a envie de venir l'utiliser. Le risque derrière ça, cependant, c'est la construction de votre compétence. Parce que n'oubliez pas que ce qui est attendu de vous, c'est effectivement cette capacité à venir apporter de la valeur ajoutée. Si c'est juste faire des prompts base sur un système que tout le monde est capable de faire, alors vous n'aurez pas de valeur ajoutée. Par contre, je crois que vous devez avoir à cœur à la fois de vous emparer de ces compétences et vos enseignants sont là pour quand même vous montrer un chemin, vous mettre en tout cas les circonstances pour construire cette compétence. Et en même temps, bien sûr il faut utiliser l'IA, bien sûr qu'il faut vous emparer de ce sujet-là. Et la question, c'est plutôt d'essayer de vous dire comment vous réinventez vos métiers, vos activités grâce à ça. Mais ne négligez pas la construction de la compétence, même si bien sûr l'IA va vous offrir énormément de facilité et vous allez venir derrière l'exploiter. Et alors là, je vois qu'il y a une question sur l'IA est-elle capable de s'auto-améliorer? Alors, juste un point là-dessus, il n'y a pas d'amélioration. Il y a oui et non. Ayant en tête une chose, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration continue des modèles. C'est-à-dire que quand j'utilise ChatGPT, il ne s'améliore pas tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tourner une centrale nucléaire pendant plusieurs semaines pour entraîner un modèle comme GPT-4. Et ça, ben, on l'entraîne une fois, on ne l'entraîne pas tous les jours, quoi. Donc, on l'entraîne une fois et on a un modèle. Et ensuite, quand les données suivantes sont entraînées pour entraîner le modèle suivant lorsqu'il y a une mise à jour. Donc, il n'y a pas de progression de l'IA de manière continue. Ça se fait par palier et par entraînement, du coup, successif. Par contre, effectivement, l'IA va potentiellement pouvoir s'améliorer. Certains, notamment sur Hugging Face, ont proposé une amélioration du modèle DeepSeek, donc qui est sorti il y a une semaine, et ils ont utilisé DeepSeek pour améliorer le code de DeepSeek. C'est-à-dire qu'ils ont donné le code de DeepSeek à DeepSeek, ils lui ont demandé comment potentiellement améliorer son propre code, et DeepSeek a indiqué comment il pouvait s'auto-améliorer, et les personnes ont mis en œuvre les indications, et le modèle, effectivement, s'est amélioré en performance. Donc oui, on va rentrer là-dedans, ou à un moment donné, quand vous allez générer un code, l'IA elle-même est capable d'auto-améliorer son code, ou en tout cas son fonctionnement. Ça va cependant demander de commencer à déployer des systèmes plus intelligents, fondés sur ce qu'on appelle donc le reinforcement learning, où à un moment donné, les systèmes sont capables, grâce à des systèmes de récompense, d'identifier ce qui est bon et pas bon de manière autonome. Et on sait que les modèles hybrides vont commencer à développer différentes articulations. On va chercher à leur donner du sentiment, de l'appréhension sur le monde, du feedback, du retour, comme on fonctionne nous-mêmes pour chercher effectivement à évoluer. Et je note une chose, c'est qu'il y a tout un champ qui va s'ouvrir au croisement de l'IA et de la robotique. Et là, il y a tout un champ global également qui va s'accélérer avec plein de nouveautés à ce niveau-là. Et IA embarqué, oui, les derniers modèles, en tout cas une grande partie des derniers modèles, peuvent, donc les plus petits modèles, se tourner sur des ordinateurs en local ou autre. Et tout à l'heure, je vous montrais l'exemple effectivement des agents autonomes qui permettent, comme operator, de venir cliquer à des endroits, faire des opérations à ma place. On sait qu'on va rentrer plutôt dans une ère où chacun d'entre nous potentiellement aura son IA sur
son ordinateur de manière locale, de manière sécurisée avec vos propres données. Et ensuite, cette IA-là sera voilà, assez légère, peut-être pas très bonne dans tous les domaines, mais par contre, elle saura potentiellement, bah, elle n'a pas besoin de savoir faire du calcul si elle sait utiliser la calculatrice. Elle pourra potentiellement également se connecter en ligne pour aller solliciter d'autres modèles d'IA pour faire certaines opérations. Et on va rentrer plutôt dans un monde multi-agent où il va y avoir des discussions, des interactions entre les IA. Vous avez montré des LLM avec plusieurs centaines de milliards de paramètres. Existe-t-il des modèles pertinents? Oui, tout à fait. Donc, je viens d'y répondre. Mais oui, oui, il existe des modèles donc, pour les systèmes embarqués. Déjà, sur les 7 milliards de paramètres, vous avez on a des modèles qui commencent à tourner, en tout cas en local. Il y avait une Euh, question juste avant de Yann à propos de l'impact. Qu'est-ce qu'on a comme étude sur l'impact? Parce on a bien vu Google qui dit vouloir investir beaucoup d'argent pour relancer une centrale nucléaire. C'était la semaine dernière, par exemple. ouais. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, sur l'impact sur quoi? L'environnement. Sur l'environnement. Alors, sur cette dimension-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sait que de toute façon, il va y avoir une augmentation en tout cas de la consommation carbone en lien avec l'univers du digital, en lien avec l'utilisation de ces IA-là. On parle de 6% potentiellement de la consommation carbone mondiale. Effectivement, l'arrivée de l'IA a fait sortir Google et autres de leur trajectoire. Le sujet aujourd'hui est vraiment de se dire, OK, quels usages surtout on veut avoir? Quels usages de ces systèmes-là? Et effectivement, face notamment aux thématiques d'échelle ou autres, ou à l'américaine, si on veut faire toujours les plus gros systèmes centralisés, puissants, forts, eh bien, si effectivement, en gros, la taille d'un modèle donne directement sa performance, on va aller dans une course à un plus gros et on risque d'avoir, en tout cas, un enjeu, une problématique là-dessus. En réalité, tout ça commence à dérailler puisque effectivement, on va plutôt aller vers l'efficience. Donc, ça va commencer à faire réduire des choses. Le coût d'utilisation de ces modèles est aussi en train de réduire plus rapidement que la loi de Moore parce que, eh bien, il y a une efficience sur les serveurs et autres. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problématique, c'est l'effet rebond. Et c'est globalement de bien avoir en tête que la question, c'est pas que l'IA, c'est globalement notre consommation voilà, digitale. Et la question, c'est où est-ce qu'on veut placer nos usages, en sachant que cependant, trois quarts de la pollution carbone vient avant tout de matériel physique, l'ordinateur, le smartphone. C'est de là, avant l'usage, que vient ça. Et donc, on doit avoir des interrogations là-dessus. Donc, le sujet, il n'est pas binaire, il n'est pas blanc ou noir. Par contre, on a une vraie question, c'est où est-ce qu'on va vouloir utiliser potentiellement ces systèmes. Quel sera l'impact de l'IA sur nos capacités cognitives? Alors là-dessus, on a des exemples. La calculatrice, quand elle est arrivée dans notre monde, elle nous a rendus moins bons en calcul mental. La génération des enseignants qui sont ici, mais également les générations qui sont maintenant assis dans les salles, on est moins bons en calcul mental que les générations notamment d'après-guerre parce que nous, on a une calculatrice, on avait la calculatrice. Et à quoi ça sert finalement d'attribuer du temps à du calcul mental alors qu'on a une calculatrice qui peut nous y aider. Donc ça a eu un impact. On sait aujourd'hui que ça a baissé notre capacité en calcul mental. Par contre, ça a augmenté le niveau moyen en mathématiques. On est en moyenne meilleur en mathématiques que les générations passées. Pourquoi? Parce que le temps cognitif que je n'ai pas attribué au calcul mental, je l'ai attribué potentiellement à d'autres choses. Et la question, ça va être la même chose. Si effectivement, j'utilise ces systèmes-là pour gagner du temps et potentiellement faire d'autres choses intellectuelles, stimulantes, alors ça serait une bonne chose. Si j'utilise le temps gagné pour scroller sur Instagram ou sur TikTok, là, peut-être que effectivement l'impact cognitif sera plus important, mais je vise personne, bien entendu, avec cette remarque. Et alors, je ne sais pas si on va pas arriver à la fin, là. Euh, Voilà. oui, on se rapproche. Je vois qu'il y a certains départements qui nous quittent et qui repartent en cours. Il y avait une question un peu rigolote. Est-ce qu'une IA pourrait remplacer un juge dans un tribunal? En tout cas, il l'assiste déjà. Le remplacer, non, mais effectivement, on a déjà des IA aux États-Unis, par exemple, qui assistent les juges. Et de manière générale, à peu près partout, c'est ce qui va se passer. Oh, il y a une question beaucoup plus pointue, là, la dernière. La fusion des LLM. Si le type choisi est pertinent sans passer par. Alors, ouais, justement, alors là, sur effectivement, la question des fusions, alors on arrive au tout début. Je pense que les personnes qui parlent de la fusion, vous parlez de l'orchestration de plusieurs modèles. Est-ce que la personne pourrait préciser ce que la personne entendait par la thématique de fusion? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est un étudiant de l'IFE d'Angoulême. Et
qu'est-ce que vous entendiez? Allez-y. Qu'est-ce que vous entendiez par le terme fusion? Je parlais de l'orchestration de plusieurs LLM ensemble. Par exemple, Llama et Gemini, Ouais. pour pouvoir les faire cohabiter ensemble, quoi. Et de quelle Alors, manière? effectivement, alors on a de l'orchestration de LLM aujourd'hui. Effectivement, le Mixture of Experts. Ouais. Alors, du coup, ouais, je crois que voilà. Du coup, en gros, là-dessus, on a donc ce qu'on appelle de l'orchestration de modèles, ce qu'on appelle du Mixture of Experts. Effectivement, lorsque j'utilise enfin, on peut articuler plusieurs modèles. Il y a d'ailleurs plusieurs systèmes qui le permettent, où je pose une question et ensuite il y a plusieurs modèles qui sont mis en concurrence et suivant différents éléments, ensuite on va utiliser tel ou tel autre modèle. À date, lorsque vous voulez utiliser un modèle ou faire ce type d'orchestration, lorsque vous voulez faire l'ingénierie plus globale, il va être important de s'appuyer de toute façon sur les benchmarks parce qu'il y a certains modèles. Ceux de Mistral sont meilleurs pour assister, par exemple, sur le code informatique. D'autres, ben, comme Mistral, sont meilleurs sur la langue française. D'autres, comme effectivement DeepSeek, vont être meilleurs en chinois ou sur d'autres compétences. Et par exemple, un ChatGPT va être meilleur, notamment sur les langues anglaises. Donc voilà, il va falloir se dire quels sont les cas d'usage que vous voulez avoir. Et suivant les benchmarks, effectivement, venir ensuite potentiellement choisir le meilleur modèle. Il y a d'ailleurs des sociétés en France qui aussi travaillent sur l'efficience en se disant qu'il y a certaines tâches qui consomment moins d'énergie selon les modèles. Et quand je viens poser un prompt à une machine, eh bien, le système vient d'abord identifier quel est le modèle le moins consommateur et le plus efficient au regard de la tâche donnée avant de venir solliciter un modèle. Donc là, toute l'orchestration va se poser et c'est là que va se poser la question, notamment des belles ingénieries. Ok, bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que j'ai essayé de répondre en tout cas à un maximum de choses. Et- Florian, je te laisse la main peut-être pour conclure. oui, bah, alors merci beaucoup. Je crois que les gens étaient très, très concentrés sur ton discours. C'était très intéressant, très dynamique. Ça lance plein de pistes de réflexion, évidemment. Et on voit qu'il y a beaucoup de questionnements qui se posent et puis beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre dans les prochaines années. Absolument. Peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs de te ressolliciter dans un Plaisir. colloque, quelque chose comme ça. Merci beaucoup pour ton Ah, intervention merci. et Merci à puis tous. d'avoir fait l'effort de trouver ce moment dans ton calendrier. Je sais qu'il était très serré. Ben, c'était en tout cas un plaisir. Merci beaucoup en tout cas à Voilà. toutes et Donc, tous. je diffuserai le diaporama que tu voudras bien me Bien transmettre sûr. et je le diffuserai aux collègues. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation et à bientôt, à l'année prochaine pour Géodésif et sa conf.